Du coup, nouvelle vidéo. Je suis un peu sur le cul en fait. Heu, je suis un peu sur le cul parce que en fait, je me rends compte que j'ai normalisé des trucs dans ma vie parce que pour moi, c'était quotidien et en fait, les gens il y a des trucs encore qui choquent les gens quand je raconte, mais pour moi, c'est rien en fait. Enfin, je vois j'arrive vu que c'était mon quotidien, j'arrive pas à mais par exemple, une fille qui allait au hockey. Bah, Chanel, en fait, c'est ma pote ici, quoi, une autre patiente. Hem, Elle a très souvent le hoquet et en fait, à chaque fois, je lui dis: «C'est le bon Dieu qui t'a puni» et heu et en fait, bah, il y a quelques jours, elle m'a dit que c'était bizarre, que je dise ça, que le bon Dieu t'a puni mais en fait, c'est un truc que mon père, il me disait, en fait. Mon père, à chaque fois que j'avais le hoquet, il me disait: «Le bon Dieu t'a puni» et en fait, j'ai jamais été croyante. Enfin, en fait, mon père a réussi à me dégoûter de la religion. Lui, il était à fond dans la religion, chrétienne, catholique, je sais pas quoi. Il me forçait à la messe de Noël, il me forçait à aller à la messe parfois le dimanche. Il m'a forcée à faire des années de catéchisme, mais ça m'a dégoûtée de la religion à tel point, qu'il a fallu que je me déprogramme. C'est-à-dire qu'en fait, ça a engendré chez moi une haine de la religion. Je ne supportais pas les religions et dès qu'il y avait un religieux, j'étais hyper intolérante ça m'a demandé un énorme travail sur moi. Maintenant, je suis plus du tout comme ça, les religions alors je continue de penser que les religions, c'est créé par l'homme pour contrôler. Ça a été créé par l'homme dans un but de contrôle, donc j'y crois absolument pas, mais je suis tolérante. Quand il y a un croyant, je vais pas lui dire: «Tu crois en de la merde». Pas du tout. Mais en fait, mon père m'a tellement forcée, il m'a forcée à faire mes communions, hem et même à faire du catéchisme chez des gens que je connaissais pas ou apparemment, j'ai fait plein de maisons. Moi, je m'en souviens que d'une, mais apparemment j'en ai fait plein d'autres et vraiment j'en ai fait pendant des années, quoi. J'ai commencé très jeune et hem et souvent il avait des phrases en rapport avec ça et moi je vois pas où enfin dites-le moi si c'est choquant, moi je vois pas en quoi c'est choquant, enfin, heu je sais pas, elle m'a dit: «C'est grave chelou que ton père il te disait ça, enfin en quoi le hockey ça a un rapport avec le bon Dieu et surtout la punition? En fait, pourquoi avoir le hockey ça veut dire que Dieu il t'a puni?» Mais en fait moi c'était tellement mon quotidien, mon père il disait tout le temps ça qu'en fait c'est un truc, c'est même pas je le fais pas exprès. Quand quelqu'un éternue, alors parfois je vais dire: «À tes souhaits», mais parfois en fait ça va sortir de ma bouche ce que mon père il me disait et je vais dire: «Ah le mon Dieu il t'a puni». Hem, je vois pas le mal, quoi. C'est comme, bah, il y a encore pas longtemps, hein, enfin, il y a pas longtemps, en 2022, j'ai rencontré une thérapeute, une photothérapeute précisément parce que j'étais en train de chercher une nouvelle thérapie, une nouvelle thérapeute. Parce que j'arrivais pas à trouver, celle qui me correspondait en psychothérapie et en fait, je lui ai raconté, un fait que mon père faisait, tout le temps et heu et je revois sa tête, elle était choquée et moi j'étais là, «Pourquoi vous êtes choquée? Enfin, qu'est-ce qui vous choque dedans?» Et en fait, c'est elle qui m'a fait prendre conscience que c'est pas normal. Mais en fait, quand tu grandis dans un environnement où c'est quotidien, en fait, tu as l'impression que c'est normal. Moi, pour moi, les pères, ils faisaient ça avec leurs enfants, voilà, je lui dis que moi, mon père, je sais pas s'il le faisait avant mes 10 ans, mais en tout cas, durant tout le collège et au lycée, jusqu'à ce qu'il parte de la maison, bah, par exemple, quand je me douchais, en fait, il rentrait dans la salle de bain à moitié à poil et il en avait rien à faire que je me douchais, en fait. Il rentrait pour se laver les dents, pour se préparer, quoi il en avait strictement rien à foutre, que moi je alors oui, dans les images que j'ai, il y avait un côté de moi qui trouvait pas ça normal parce que je me rappelle, j'étais pas bien du tout et en fait, j'essayais de cacher ma poitrine et ma partie génitale avec le pommeau de douche et en fait j'attendais, ça pouvait durer 10 minutes, j'attendais comme ça, que mon père arrête, et parte de la salle de bain en fait, puis alors je pouvais rien lui dire sinon je me prenais une raclée
Mais pour moi, ça a toujours été normal, ça a toujours été mon quotidien. Mon père qui rentre dans la salle de bain pendant que je suis à poil sous la douche et que je me lave. Ça a toujours été mon quotidien. Et en fait, quand j'ai raconté ça à cette photothérapeute, elle m'a regardée avec un regard très choqué et en me disant c'est pas du tout normal ça, madame. Et c'est elle qui m'a fait prendre conscience. Mais j'ai encore ce côté de minimisation où je me dis mais ça va, c'est rien. Et moi elle m'a dit ah si ça c'est un climat incestuel, c'est pas quelque chose de normal. Et c'est elle qui m'a fait remettre en question ça. Mais encore aujourd'hui j'ai un peu de mal. Ça, peut-être que ça dépend de la part que je suis sur le moment. Parfois je vais être horrifiée que mon père ait fait ça. D'autres fois en fait comme là je vais avoir du mal à me dire qu'est-ce qu'il y a de mal. C'est comme le fait que j'ai un souvenir lors d'un fort épisode de canicule. Il y a eu une canicule en avril 2006 je crois. C'était vers les années 2006-2007. Il y a eu une grosse canicule au mois d'avril. Ça a duré que quelques jours. Et j'étais quand même âgée, je devais avoir déjà 6-7 ans, un truc comme ça. Donc à cet âge-là, de ce que j'ai compris, d'ailleurs, il y a la trace encore, j'ai fait une publication là-dessus sur Doctissimo. Je crois que c'est Doctissimo où en fait, moi je voulais savoir si c'était normal ou pas normal. Parce que pour moi c'était tellement mon quotidien en fait, vivre du coup dans un climat incestuel en fait, où il n'y a pas de respect de l'intimité, que voilà. J'ai posté un post et les gens ils m'ont tous répondu mais que c'est hyper choquant, que ça n'a rien de normal et tout, patati patata. En fait moi mon père, et c'était que avec moi, c'était pas avec mon frère et ma soeur qui faisaient ça, et je me souviens, j'ai que des images, je me souviens pas de ce qui se passait dans le bain. Mais j'ai cette image-là dans ma tête. C'est une image très fixe, en fait. Il n'y a rien qui bouge autour, c'est une image fixe. Je me revois, je sais que mon père, il voulait prendre plusieurs bains dans la journée avec moi. Et quand je dis plusieurs, c'était au moins 4-5, quoi. Et c'était vraiment que avec moi. Parce qu'à cette époque-là, mon frère était né, il était bébé. Et il voulait prendre plusieurs bains avec moi. Et en fait, nous, c'était une baignoire. Et en fait, je me revois juste, j'étais face à mon père. On était face à face, en fait. Et on prenait des bains. Et je sais pas, ce souvenir-là, il est toujours resté dans ma tête. Et j'ai toujours senti une certaine anormalité. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je me demande si c'est pas passé quelque chose dans ces bains. Parce que du coup, c'est un souvenir que j'ai avant l'âge de 10 ans. Mais c'est un souvenir qui m'a toujours... Quand j'y pense, ce serait trop difficile à expliquer. Quand j'y pense, je sens qu'il y a des choses que je ne sais pas. Je ressens des émotions comme ma poitrine qui se serre. Mais c'est vraiment une image fixe. Et j'ai posé la question sur Doctissimo. Et c'est des trucs comme ça en fait. Ça me rappelle ces souvenirs. Comme pour le hockey, quand je dis à Chanel... le bon Dieu il t'a puni et qu'elle me dit mais c'est bizarre que ton père il te dise ça comme phrase, qu'il assimile le hockey à la punition et à Dieu en plus, c'est bizarre, enfin c'est pas normal. Le truc en fait c'est que moi il y a des choses, ça a tellement été mon quotidien que en fait quand t'es gosse et que tu grandis dans un tel environnement, quand c'est quotidien, en fait t'arrives pas à faire la notion entre ce qui est mal et ce qui est bien quoi. Et du coup je me pose plusieurs questions quoi. Est-ce que c'est normal pour vous qu'un enfant de 6-7 ans, qu'une petite fille de 6-7 ans prenne des bains à répétition avec son père? Ma mère, elle s'en souvient pas. Elle était à la maison, ma mère. Elle était dans la cuisine. J'ai une image où je sais que ma mère était dans la cuisine. Et vraiment, on est face à face. Je sais pas si... Je sais pas. Et pareil, le fait qu'il rentre dans la salle de bain quand je me douche, est-ce que vous trouvez ça pas normal? J'ai du mal en fait. J'ai du mal à faire la distinction. Moi, je sais que par exemple, que c'est un truc, je me permettrai jamais de faire ça avec mon gosse parce que pour moi, c'est une violation de l'intimité. Et oui, pour moi, en effet, si par exemple, je parlais d'un autre enfant que moi qui a vécu ça, pour moi, je dirais oui, c'est un climat incestuel qui tend à soulever le fait qu'il y a potentiellement de l'inceste derrière. Mais
par rapport à moi qui minimise toujours tout, j'arrive pas à me dire que c'était pas normal. Et ma sœur, je sais qu'elle a un souvenir où en fait elle revoit qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Elle m'a dit que elle allait dans la salle de bain pour se préparer, tout ça. Et en fait, la lumière était éteinte et mon père était complètement nu dans la salle de bain. Et c'est ce souvenir-là qui fait qu'elle a dit à ma mère qu'elle pense que je ne mens pas et que mon père m'a vraiment fait des trucs sexuels, parce que ça fait partie des choses qu'elle a vues de mon père qui étaient très bizarres. Elle était très jeune et elle comprenait pas pourquoi mon père était tout nu dans la salle de bain à faire des trucs chelous, la porte ouverte et la lumière éteinte. Et moi, à ce moment-là, direct, j'ai demandé à ma soeur j'étais où. Parce que en fait, moi, j'ai repensé à ces moments où je prenais le bain avec lui. Et direct, en fait, j'ai repensé à ces moments et à la part qui sait qu'elle a subi de l'inceste. Et moi, direct, j'ai demandé à ma soeur j'étais où à ce moment-là. Et elle se rappelle pas. Elle se rappelle pas où j'étais, mais j'étais pas dans ma chambre en tout cas. Parce que ma chambre, elle était en face de la salle de bain. Et là, du coup, maintenant, je psychote un peu. J'ai peur que j'étais dans le bain et que le père, il ait fait des trucs avec moi. J'avoue, j'ai un peu une angoisse qui monte. Là, je la sens. Je la sens que j'ai mon cœur qui se serre. Et je sens, là, vous voyez pas, mais je fais des techniques d'ancrage. En fait, attends, je sais pas si vous allez me voir, mais je fais ça. Voilà, je fais ça sur ma rotule et l'autre sur la cheville avec l'autre main. Ça me met pas bien de parler de ça. Donc voilà, là ça fait remuer plein de trucs en fait, parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs choses que j'ai normalisées parce que j'ai entendu ça. Il doit sûrement y avoir d'autres phrases que mon père me disait par rapport à la religion mais que j'ai oubliées. Donc voilà. Sinon, pour revenir à la part terrifiée, en fait, elle est plus là du tout, la part terrifiée. Donc en fait, ça sert à rien que je travaille avec elle. Elle est plus là. Parce que vu que Flo est parti, elle est plus là. Et en fait, je me rends compte que... en fait, potentiellement, la part terrifiée, c'est peut-être elle qui a ressenti de l'attirance pour Flo. Parce que là, moi, j'ai plus d'attirance pour Flo. Et je pense pas que j'en avais, en fait. Je suis même pas sûre que c'est moi dans la vidéo là qui a commencé de parler d'astrologie et tout, à dire à quel point on est compatible et tout, parce que moi je pense pas qu'on est compatible sur plusieurs points. Il est encore dans la drogue et tout, moi je veux pas de gens comme ça. Il est certes très gentil, mais je pense pas du tout qu'on soit compatible. Donc je crois que c'est une autre part en fait. Sur le moment, encore une fois, je me suis pas rendu compte, quoique je trouvais ça bizarre. J'ai re-regardé la vidéo et sur la vidéo je disais bien que je trouvais ça bizarre que je dérive sur l'astrologie. L'astrologie, très souvent, c'est la part anxieuse qui est dessus. Qui est à fond sur l'astrologie, c'est la part anxieuse. C'est ce qu'elle a ressenti pour Chloé, qui a fait qu'elle a dérivé sur l'astrologie. Et donc je me demande si, en fait je sais pas, c'est trop compliqué, vu que je sens que tout n'est pas moi. J'arrive pas à savoir qui, à l'intérieur de moi, a une attirance pour Flo. Est-ce que c'est la part anxieuse ou est-ce que c'est la part terrifiée? Je ne sais pas. En tout cas, depuis que Flo n'est plus là, la part terrifiée, elle est complètement partie. Et du coup, il n'y a plus du tout l'envie d'envoyer ce message. Donc en fait, je me demande si c'est pas la part terrifiée. Je me demande si c'est pas la part terrifiée qui ressentait cette attirance pour Flo et qui était terrifiée, mais qui avait d'un autre côté une certaine ambivalence, un besoin d'envoyer un message. En fait, je suis perdue. Ou alors c'est plusieurs trucs en même temps. Je sais pas. Je suis complètement perdue. Mais en tout cas, je vais pas envoyer de message là. Ou alors en fait, tout simplement, là, je suis une autre part qui n'est pas du tout attirée par Flo et je sais pas qui je suis. Et qui du coup n'est pas connectée aux parts qui veulent envoyer des messages ou quoi, parce que c'est pas mes émotions. C'est fortement possible ça aussi. Parce que je suis pas du tout dans ces émotions là. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je m'impressionne vraiment, mais je crois que c'est le mail de ma psychiatre. Vraiment, je crois que quand ma psychiatre nous a demandé dans un mail à ce que la part qui gère le quotidien vienne prendre le contrôle du corps pour nous laisser accéder aux soins,
pour que les autres parts terrifiées et tout, elles se mettent en retrait afin qu'on accède aux soins. Quand je dis, parce que je l'ai dit dans une vidéo, que j'ai senti que j'étais pas la seule qui avait entendu ce message-là, je pense vraiment que c'est ce qui s'est passé. Parce que là, j'ai eu un rendez-vous avec Dr Ramania, la psychiatre incroyable que je vois ici. Putain, hier, on a eu une discussion de dingue sur le TDI. Sur le TDI. Jamais de ma vie, je pensais que j'aurais pu faire ça avec quelqu'un de pas spécialisé. Et encore même en parler à ma psychiatre et tout, à ma psychologue, parler de mes connaissances sur le TDI, à chaque fois, ça déclenche une peur qu'elle se dise mais que je mente, je connais beaucoup trop de choses sur le TDI, donc que je mens, que j'ai pas de que je fais un peu un syndrome de l'imposteur. Et là, hier, pas du tout. Elle était très à l'écoute. Elle n'est pas du tout formée au TDI, ça se voit. Mais elle était très à l'écoute. Elle m'a posé la question justement, selon vous, avec vos mots, comment se développe un TDI? Donc en fait, je pense que ça, c'était une question... en fait, je le sais qu'elle n'est pas formée parce que hier, on a parlé du TDI. Et en fait, elle ne comprenait pas quand je lui disais que je ressens plusieurs choses à l'intérieur de moi qui ne sont pas moi. En fait, elle avait du mal à comprendre. Et justement, en fait, elle essayait de me comprendre. C'est ça qui était cool, en fait. C'est qu'elle essayait de me comprendre. Elle me demandait du coup de développer. Pierre, l'infirmier, qui était avec moi aussi au rendez-vous. Du coup, pareil, aucune difficulté pour avoir un infirmier homme avec moi au rendez-vous. Après, il ne me déclenche pas parce que je pense qu'il est gay. Et il a des traits très efféminés. Et moi, je sais que les hommes gays, ça déclenche pas la part terrifiée. Mais en fait j'ai plusieurs parts terrifiées. Il faudrait que je leur trouve chacune un autre nom. Parce que du coup, en fait, vous pensez que je pars toujours de la même part terrifiée, alors que non, en fait, il y en a plusieurs. Et elle me posait plein de questions pour essayer de comprendre ce que je voulais dire. Je sens des trucs qui sont pas moi. Après, elle m'a demandé est-ce que je suis consciente que en gros, que je suis qu'une personne dans un seul corps, en gros. Et je lui ai dit oui, j'en ai conscience parce que ma psychiatre, ma psychologue et moi, les recherches que j'ai faites et tout, et que je sais que tous ces petits bouts, toutes ces parts, je sais qu'elles sont moi à la base, qu'elles font partie d'un seul et même cerveau. Mais en fait, je l'intellectualise, mais dans mon ressenti, c'est pas du tout le cas. Moi, dans mon ressenti, je ressens des trucs qui ne sont pas moi. Et du coup, elle m'a demandé d'expliquer par des exemples au niveau des amnésies, etc. Alors, moi, c'est simple, quand tu me demandes de parler de mes amnésies, ça enclenche mes amnésies. C'est trop bizarre quand il y a quelqu'un en face. Du coup, j'avais énormément de... du tout, sur le moment, en fait, j'avais pas du tout accès à la vidéo que j'avais faite sur le TDI, où en fait, j'aurais pu me remémorer tous mes problèmes de mémoire. J'avais pas du tout accès, donc en fait j'ai parlé de trucs tout con. J'ai réussi à lui dire que j'avais cette sensation de mentir quand je l'ai vue, parce qu'en fait Dr Ramania, elle fait partie des psychiatres de garde que j'ai vues au tout début. J'ai vu 2 psychiatres de garde aux urgences, mais après j'en ai vu au moins 3 en arrivant ici. Et Dr Ramania faisait partie de ces psychiatres là, et donc en fait je lui ai dit que j'ai eu la sensation de vous mentir, parce qu'en fait j'étais pas en état de sidération. En fait, je lui ai dit quand je l'ai vu pour la première fois que j'étais en état de sidération et qu'il fallait que je me fasse hospitaliser. Et que c'était la raison pour laquelle j'étais ici. Parce que je l'ai vu à Théophile, du coup. Mais en fait, c'était pas moi qui étais en état de sidération, c'était des parts trauma. Et du coup, elle a cherché à comprendre. Enfin, c'est trop complet. Et puis même là, j'ai des amnésies sur le rendez-vous d'hier. J'ai du mal à rentrer dans les détails, mais ce que j'apprécie en fait, c'est qu'elle a cherché à comprendre ce trouble-là. Et quand elle m'a posé la question de comment vous expliquer ce trouble avec vos mots, comment vous expliquer son développement, pareil, j'avais des amnésies sur le moment. Ouais, j'avais des amnésies, mais je pense que c'est lié à ma peur de ne pas être crue, à ma peur d'être invalidée, etc. Je pense que c'était dû au stress. Mais j'ai réussi plus ou moins quand même à lui expliquer, où je lui ai dit qu'en gros, je lui ai dit que c'était ma psychiatre et ma psychologue qui m'ont un peu expliqué ça, plus les recherches que j'ai fait sur internet, et que du coup c'est pas vraiment avec mes mots, c'est plutôt ce que j'ai compris de voilà. Et je lui ai dit qu'en gros, je me rappelle de ce que je lui ai dit qu'en gros quand on est enfant, on est constitué en termes de parties, et que en fait le cerveau est encore immature à cet âge-là. Donc en fait l'enfant par exemple quand il est dans l'état où il a faim,
il va pas avoir la capacité de se dire que quand il est dans l'état qu'il veut jouer, c'est toujours lui. Parce qu'il n'a pas encore cette maturité, il n'y a pas encore cette construction de l'identité qui se fait. Je lui ai dit que ça commence à se faire à l'âge de 6 ans, mais ça se consolide réellement vers l'âge de 8-9 ans. Et qu'en fait, quand un enfant subit des traumas, et ben en fait, il ne peut pas développer cette continuité du soi, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il devrait se dire que tout ce qu'il vit, c'est bien lui qui le vit. Et je lui ai bien pris en exemple, je lui ai dit que, et là je pense qu'il y avait une part qui sait qu'elle a subi des abus horribles avant 10 ans, parce que je me rappelle très bien qu'à un moment j'ai dit, moi par exemple mon père il pouvait m'abuser le soir, et le lendemain il pouvait me dire je t'aime. Et à ce moment-là j'ai senti sur le moment, j'ai trouvé ça très bizarre, et j'ai senti une part enfant. Donc je pense que voilà. Et donc voilà, mais j'ai oublié de rentrer dans plein de détails en fait, parce que j'étais pas la bonne part, parce qu'il y avait du stress, le lien à l'autre qui n'est pas sécure. Mais j'apprécie beaucoup Ramania parce que vraiment, elle est ouf. Pareil, je lui ai parlé de mon amnésie par rapport à ce qui se passe, la raison pour laquelle je suis venue ici, que souvent en fait j'ai besoin d'aller dans mes notes, qu'il y a des parts qui laissent des notes dans mon téléphone, parce que souvent en fait je n'ai plus accès à pourquoi je suis en colère contre cette personne, ou pourquoi je sais que quelque chose en moi est en colère contre une personne, pourquoi il y a quelque chose en moi qui se sent trahi, et du coup je vais lire ce qui est écrit. Je lui ai bien dit que je ressens toujours pas les émotions, qu'il y a vraiment cette amnésie au niveau des émotions, mais que ça me permet du coup de maintenir la rupture de contact et tout. Et elle essayait vraiment de comprendre. Elle m'a posé à un moment la question, parce que je lui ai dit, moi, je lui ai raconté comment s'est passée ma perle, et je lui ai dit que moi j'étais terrifiée à l'idée de croiser une personne parmi les deux. Il y en a une sur les deux, Léa, que je suis pas terrifiée. Par contre, l'autre, en fait, celle pour qui une part avait des sentiments pour elle, elle est terrifiée de croiser son visage, et en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi. En fait, ça me dit des trucs à l'intérieur. Là, par exemple, j'ai senti une pensée qui m'a été imposée là, à l'instant T, où ça m'a dit que c'est parce que Chloé est notre abuseur. Sauf que moi, ça me semble tellement irrationnel. En fait, c'est une part, c'est ce que je lui ai dit, en fait. Parce qu'elle a essayé de me poser la question, en gros, pourquoi cette terreur de revenir dans la résidence. Et c'est là où je lui ai expliqué, parce qu'il y a des trucs enfants, en moi, qui n'ont pas conscience qu'on est en 2026, et qui en fait, Chloé et Léa ont activé, elles n'ont pas fait quelque chose de grave en soi, mais les tout petits trucs qu'elles ont pu faire avec moi, ça a réactivé des parts traumas, et c'est comme si en fait Chloé et Léa étaient les parents abuseurs. En fait, elles ont été réactivées par des petits trucs, et hop, elles se sont enflammées, et là maintenant, elles voient surtout Chloé comme un danger de mort. Juste voir son visage, ça terrifie ces parts-là. Mais elle était vachement à l'écoute, elle essayait de comprendre, elle essayait de m'aider aussi à comprendre pourquoi sur le moment, quand j'étais face à Léa sur le balcon, pourquoi je me suis sentie devenir toute petite. Et c'est là où je lui ai expliqué que je pense que c'est une part qui était là, un truc qui n'est pas moi, qui était enfant. Et du coup, en fait, je me sentais littéralement toute petite, en état de soumission, qu'il y avait plusieurs trucs contradictoires déclenchés. J'ai réussi à lui parler de la part anxieuse, qui avait la peur terrible de perdre le lien, et qui du coup après a envoyé un message vocal à Léa en lui disant qu'elle avait extrêmement peur, qu'elle la laisse tomber et tout, et que moi, une fois après que j'ai repris le contrôle, vu que cette part là c'était pas moi, une fois que j'ai repris le contrôle, forcément j'ai rompu contact avec Léa, sauf que je me mets dans la tête de Léa, elle a dû se dire que j'étais complètement incohérente et pas comprendre. Mais c'est ça, avoir un TDI aussi, c'est que parfois malheureusement tu peux être incohérente sans le vouloir en fait. Mais vraiment très 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 à l'écoute, et en fait elle veut m'aider à mieux comprendre, parce que elle a essayé de me poser des questions pour que je décortique qu'est-ce qui a déclenché ces parts enfants auprès de Léa et Chloé. Qu'est-ce que Léa et Chloé ont fait, qui ont pu activer ces parts enfants, et qui maintenant font que ces parents enfants pensent que Chloé et Léa sont leurs parents abuseurs.
Sauf qu'en fait, j'y arrive pas. Je lui disais en face, j'arrive pas à avoir de réponse. J'essaye, mais j'arrive pas à avoir de réponse, en fait, parce que il n'y a pas de truc flagrant. Elles m'ont pas agressée. Alors Léa, un peu sur le balcon, voilà, de ce que je lis, en tout cas, de ce que la part a laissé écrit. Mais sinon, il n'y a pas de truc tellement flagrant qu'en fait, j'arrive pas. Et puis que je suis pas connectée à ces parts-là. En fait, j'ai pas leurs souvenirs, j'ai pas tout ça. Et donc, en fait, elle veut me faire un livre. Là, elle veut me faire lire un livre. Donc là, je la revois aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, elle est là tous les mercredis et jeudis. Et du coup, elle me voit 2 fois par semaine. Alors que les autres, ils voient leur psychiatre 1 fois par semaine, quoi. Et du coup, elle veut me faire lire un livre sur la thérapie des schémas. Parce qu'elle a vu que j'adorais lire. Ici, je lis beaucoup. Et en fait, elle m'a dit que ce serait pour m'aider justement à décortiquer. M'aider à décortiquer pourquoi certaines parts sont actives à certains moments et pourquoi d'autres. Quoi? T'es dérangé, tu fais tes vidéos? Voilà, je fais une vidéo. Tu m'as tué. Et c'était Chanel. Et vraiment génial. En fait, mais je pense que ouais, mais il y a des parts en moi qui ont senti que cette femme-là, cette psychiatre, elle était sécure parce que en fait, elle s'y connaît pas dans ce trouble-là et elle montre vraiment de l'intérêt. Moi, quand elle m'a posé la question vraiment, selon vous, comment se développe ce trouble, j'ai senti du coup qu'elle me posait la question parce qu'elle s'y connaissait pas. Et en fait, ça m'a... Normalement, c'est une phrase qui me met en insécurité. J'ai ressenti de l'insécurité sur le moment, mais sa réaction après lui avoir raconté, ça m'a fait me mettre en sécurité, en fait, parce qu'elle est vraiment dans la recherche de compréhension, dans l'écoute, et vraiment dans le non-jugement. Elle a vraiment une approche très sécurisante, cette psychiatre, qui est dingue. Je suis vraiment contente qu'elle soit là, qu'elle soit dans cet hôpital, parce que les autres voilà. Pardon. Les autres voilà. Donc elle va me faire lire ce livre, ça va peut-être m'aider. Hein. J'ai demandé à Gemini en quoi, parce que la thérapie des schémas, en vrai, c'est quand t'as pas de TDI. Enfin, j'ai du mal à me dire, la thérapie des schémas, tu fais ça quand t'as une continuité du soi, non? Je sais pas. Et du coup, je voulais parler à Gemini. Je lui ai dit, je lui ai demandé pourquoi tu penses que la psychiatre m'a donné ça. Et en fait, Gemini m'a répondu que ça a tout à voir avec le TDI, que la thérapie des schémas, justement, ça peut aider avec un TDI parce que ça peut justement aider à mieux comprendre ses parts. Donc, parce qu'en fait, oui, la thérapie des schémas, en fait, moi je le vois comme pour des personnes sans TDI parce que tout le monde a des parts. En fait, tout le monde a des parts. Donc oui, la thérapie des schémas, en gros, c'est la thérapie des parts, en fait. Mais vu que moi j'ai des parts dissociées, bah, dans ma tête, je me disais en quoi ça va pouvoir m'aider. Mais en fait, Gemini m'a dit que oui, si ça va pouvoir m'aider, c'est juste que bah, moi, je parlerai de parts dissociées et que ça va peut-être m'aider à mieux comprendre. Donc j'ai hâte qu'elle me donne son livre. Elle m'a accordé ma perme pour samedi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'hésite au niveau du piercing parce que c'est 60 balles et je me dis putain, avec 60 balles, je pourrais faire tellement d'autres trucs. Je voulais aller au CIO. En fait, c'est fermé le samedi quand c'est les congés scolaires, les vacances scolaires. Donc là, je vois l'assistante sociale cet après-midi. On va appeler Cap Emploi et je vais demander à avoir un rendez-vous samedi. Comme ça va me remplir un peu ma journée parce que incapable d'aller à la résidence, hein, là, je lui ai dit comment ça s'est passé et que là, maintenant, les parts terrifiées, elles sont redéclenchées. Et là, en fait, ça fait que c'est très compliqué à l'idée de retourner à la résidence. Et donc je lui ai dit qu'en fait j'aurais besoin d'un professionnel. Que là vraiment j'ai essayé avec des amis, ils m'ont aidé. Mais je sens que j'ai besoin d'un professionnel adulte qui me sécurise. Vraiment d'une figure adulte protectrice. Et du coup je lui ai demandé si elle pouvait parler, si c'était possible que la cellule de crise, parce qu'il y a une cellule de crise ici à Théophile, s'il pouvait m'accompagner en perme à la résidence, travailler avec moi sur ça, ou s'il peut y avoir des soignants ici, des aides-soignants, des infirmiers et tout, qui peuvent m'accompagner à ma perme. Et en fait, elle m'a dit que la cellule de crise intervient seulement en dehors de l'hospitalisation. Donc ça, c'est mort. Par contre, elle va en parler en réunion d'équipe
s'il peut y avoir un soignant qui m'accompagne à ma perne, mais elle m'a dit que généralement ça se fait pas. Donc ma seule solution de secours, en fait, ma seule route de secours, c'est ma référente du SAVS. Elle rentre de vacances le 3 août. Je lui ai déjà envoyé un message pour qu'elle le voie dès son arrivée, pour lui demander si ça la dérange pas de prendre une demi-journée par semaine pour moi, ou toutes les 2 semaines, en fait, ce qui lui convient, pour qu'on fasse un travail de désensibilisation des parcs traumas autour de la résidence déjà. M'apprendre juste à faire un tour de parc, à me sentir en sécurité, à apprendre à ses parts. Parce que comme je l'ai dit, les parts terrifiées là, elles sont tellement persuadées que là il y a l'abuseur à l'intérieur de la résidence, qu'en fait il faut que je les désensibilise. Et pour les désensibiliser, c'est par l'expérience. Donc il faut que plusieurs fois, j'aille pas forcément dans la résidence, mais comment je me promène autour de la résidence, donc dans le parc autour, et qu'après plusieurs fois j'aille à la résidence et qu'il va falloir que je me confronte. Il va falloir que je passe à des moments où il y a à pleurer. Ça c'est clair et net, pour que je les désensibilise, il va falloir. Il va falloir, donc ça elle l'a noté du coup que le 3 août ma référente de SAVS rentre et que du coup on la contactera pour qu'elle m'aide. Parce que sinon après j'ai les référents, hein. Je peux très bien leur demander de venir, qu'ils viennent me chercher à Théophile et qu'on fasse un travail de désensibilisation à la résidence. C'est-à-dire qu'ils soient là avec moi, qu'on parle dans le bureau, qu'ils m'accompagnent un peu dans la salle commune. Je pense que je vais voir avec eux aussi. Parce que c'est simple, si je fais pas ce travail-là de désensibilisation, les parts traumas elles vont rester. Elles vont continuer de me faire fuir du coup, parce qu'elles m'influencent, donc elles vont continuer de me faire fuir la résidence. Et donc en fait je vais rester hospitalisée je sais pas combien de temps. Or le but c'est pas ça, j'ai envie de reprendre ma vie, donc voilà. Mais elle était très compréhensive et ça se voyait qu'elle essayait de comprendre. Ça se voyait qu'elle avait du mal à comprendre quand je disais que je ressens des trucs qui ne sont pas moi. Même Pierre, l'infirmier, il avait du mal à comprendre. Il me demandait si c'était comme des changements d'émotion, tout ça, des changements d'humeur. Et je lui disais non, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est des états que je sens à l'intérieur de moi qui ne sont pas moi, en fait. Parce que j'ai pas les mêmes souvenirs, parce que j'ai pas les mêmes accès aux émotions, etc. Et en fait, elle se montrait vraiment très compréhensive. Elle cherchait vraiment à comprendre. Mais malheureusement, elle n'est pas formée. Donc je pense que c'est... Pour quelqu'un qui n'est pas formé à ça, je pense que c'est très compliqué de comprendre vraiment ce que c'est, parce que c'est un trouble très complexe à comprendre. J'aurais bien aimé être la part qui sait tout sur le TDI sur le moment, parce que j'ai vraiment senti que j'avais des amnésies sur le moment quand elle m'a demandé d'expliquer. J'aurais pu mieux expliquer. Mais du coup voilà, je suis quand même globalement... Enfin, je suis vraiment très contente d'avoir Docteur Ramania. Donc on va voir pour la perne ce que je vais faire samedi. Je pense pas que je vais me faire le piercing là parce qu'il coûte quand même 60 balles. Donc je me dis je vais peut-être le faire une prochaine fois. En plus Ramania, je lui ai dit, oui je l'appelle Ramania, c'est plus rapide, mais Docteur Ramania, elle m'a dit qu'avec le soleil ça arrêtait de compliquer la cicatrisation. Donc en fait je pense que je vais plutôt faire les 2 lobes là. Je vais me repercer les oreilles. Ça coûte 25 € chacun, donc 50 €. Bon, c'est toujours proche des 60 €, mais ça me fait déjà 10 € de gagner. Je vais me refaire les lobes ici. Ça va m'apporter aussi un style un peu féminin. Ça faisait longtemps que... Voilà. Ou je vais peut-être me mettre des écarteurs, je sais pas. Non, des boucles d'oreilles. Je veux un look féminin. Fini le gothique. Ça, c'était au lycée, je crois. Ouais. Après, je sais pas... Si, il faut que j'aille m'acheter des livres, là, la ligne verte et l'Institut Stephen King, j'ai appelé la librairie. C'est bon, ils vont commander mes livres, donc samedi j'irai les chercher. Je me tâte à aller au cinéma, et puis après Cap Emploi, cinéma ou aller prendre un verre avec Tania. En fait, je sais pas, parce que je me rends compte qu'en fait, juste avoir vu Tania, qui je sais vient de la résidence, je sais pas, ça a activé des parts pas bien. Après, j'étais complètement dépressive hier soir. Et je me suis même couchée à 20 h tellement j'avais juste envie, c'était de me plonger dans un sommeil profond et ne plus penser à rien. Je pense que tout contact avec la résidence, ça active certaines parts. Encore une fois, ça dépend quelle part je suis. Parce que quand je suis pas dans cette part-là, je suis très bien et je suis super contente qu'elle soit venue, quoi. Donc, très compliqué.
et je suis très contente d'avoir réussi à lui parler, à Docteur Amela du TDI. Vraiment, je suis choquée, quoi. Je suis choquée. Je suis choquée de moi et je suis fière. D'un côté, je ressens quand même une certaine fierté d'avoir réussi, même si encore une fois j'en parle sans émotion et du coup j'ai la sensation de ne pas être crue. Ça, c'est plus une peur à moi parce que Ramania, elle a l'air vraiment de prendre au sérieux. Elle écrit tout ce que je lui dis. En fait, elle a une feuille et en fait elle écrit des mots-clés en fait qu'elle estime important de retenir et tout. J'ai hâte qu'on soit en août pour qu'en fait elle me prenne en psychiatre référente et que j'ai plus Docteur Boineau. Parce que du coup là je le vois bien, ça active pas la part terrifiée. Dès que j'ai un rendez-vous avec Ramania, je suis contente d'y aller en fait. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que son livre sur la thérapie des schémas, ça va m'aider à y voir plus clair sur certaines parts. Après c'est ça aussi, j'avais peur quand elle m'a proposé le livre sur la thérapie des schémas. J'avais peur qu'elle se base sur ceux qui n'ont pas de troubles dissociatifs de l'identité. Et du coup, j'avais peur de me sentir un peu invalidée, mais Gemini m'a beaucoup rassurée là-dessus. Il m'avait dit que la thérapie des schémas, ça aide beaucoup aussi les personnes qui ont un TDI pour mieux comprendre leur part. Donc, je vais écouter ce que Gemini me dit. Voilà. Donc voilà. Puis sinon, à la base, en fait, moi, je voulais parler de plein de trucs. Donc là, j'ai réussi à parler de plusieurs trucs. Ou sinon, je fais une autre vidéo. Comme ça m'en fera tout. Je sais pas. En replage, je fais que ça. Moi, je voulais parler un peu de l'harcèlement scolaire. Essayer un peu de monter sensibilité par rapport à ça parce que j'ai du mal à en parler. Parce que j'ai toujours peur que les gens croient à ces rumeurs parce que tout le monde y a cru face à moi. Et il y a souvent des gens qui disent si tout le monde croit à un truc et que tu es toute seule, c'est que forcément c'est le plus grand nombre qui y croit qui a raison. En fait. Par exemple, si une personne a un problème avec plein de personnes en même temps, c'est que c'est à elle de se remettre en question. Sauf qu'en fait, moi, dans mon cas, c'était pas le cas avec l'harcèlement scolaire. À chaque fois, c'était des rumeurs complètement fausses. J'avais pas essayé de me justifier, non. En plus, à chaque fois, c'était fait par mes meilleurs amis, ou en tout cas par des gens avec qui j'avais un lien. Donc, il y a aussi cette notion de trahison qui s'est reproduite. Ça aussi, c'est un schéma que je sais pas pourquoi je vais faire ça, en fait. Je commence à comprendre pourquoi je le reproduis. Parce qu'à chaque fois, en fait, il y a des signes qui m'indique que la personne elle a des trucs toxiques, mais à chaque fois je continue en fait la relation. Et en fait je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a mis sur mon chemin Léa notamment, pour peut-être enfin casser ce schéma, en fait, arrêter de tout pardonner. D'ailleurs c'est ma mission, ça fait partie de ma mission en honneur. Je posterai mon thème, je commence à faire une vidéo là. Une autre vidéo, je vais poster mon thème astral lié à mes traumas. Ce sera une vidéo assez spéciale, je vais faire des captures d'écran et en fait je vais enregistrer ma voix qui va lire, je vais mettre une musique de fond. Et voilà. Donc voilà, putain le soleil est parti, il fait froid. Je vais parler d'harcèlement scolaire. Je pense que je vais pas avoir spécialement d'émotions. Juste moi j'ai vécu le harcèlement scolaire du CM2 à la classe de première générale. Pourquoi à la classe de première générale? Pourquoi jusqu'à la classe de première générale et pourquoi pas jusqu'à la terminale? Parce que je fais partie de ces chanceux, je sais pas si je peux dire chance parce que les dégâts sont là. Et en gros, ceux qui m'ont harcelé ont fini par se rendre compte qu'en fait j'étais une bonne personne. Et en fait, ils ont complètement arrêté de me harceler et ils ont commencé à créer des liens amicaux avec moi à la terminale, en terminale. Voilà. Mais ça a duré des années, donc ça m'a détruite, forcément. Ça a commencé du CM2 jusqu'à la classe de première. En CM2, moi j'étais meilleure pote avec une personne qui s'appelait, c'est Coraline je crois. C'est pas Caroline, c'est Coraline. J'étais pote avec une meuf qui s'appelait Coraline. C'était ma meilleure pote. Et en fait, un jour, on était chez moi, je l'avais invitée à dormir, c'était en samedi. Je l'avais invitée à dormir chez moi. Et à ce moment-là, ma mère s'occupait de faire à manger. Et je sais pas où étaient mon frère et mon père, j'en ai aucune idée. En tout cas, je sais que ma mère faisait à manger et elle m'a demandé du coup de laver ma soeur. Ma soeur, on a 7 ans d'écart.
elle venait de naître, quoi. Elle devait avoir 1 an, un truc comme ça, je sais pas, je suis nulle en maths. Et ouais, je suis archi nulle en maths. Je pense qu'elle avait 2 ans plutôt. 2 ou 3 ans. Et forcément, pour laver, bah, il faut aussi passer sur les parties génitales. Et donc, ma meilleure pote, normale, enfin, on rigolait, on parlait ensemble pendant que je lavais ma soeur, etc. Et 2 jours après, ça s'est pas fait le lendemain. J'ai pas de souvenir que ça se fait le lendemain. Bah, parce qu'on dormait ensemble, donc forcément, arrivée à l'école, elle pouvait pas me faire ça tout de suite. Mais 2 jours après, en fait, bah, j'entends une rumeur qui circule sur moi. Cette rumeur, elle m'aura suivi jusqu'au lycée. Cette rumeur, c'est que j'aurais doigté ma soeur. Voilà. Donc ça a été très violent, mais je me rends compte là, j'en parle sans émotion. J'ai parlé de cette rumeur pour la première fois à ma mère et à ma soeur. Je devais avoir 21 ans, quelque chose comme ça. Personne n'est au courant que je subissais le harcèlement scolaire. Je cachais tout. Et alors cette rumeur-là, elle me détruisait tellement parce qu'en plus ça impliquait ma petite soeur et c'était un acte tellement affreux qu'en fait j'avais tellement peur. Et même là, en fait, c'est un travail que je fais sur moi de faire cette vidéo. Parce que là, il y a une partie de moi qui me dit à l'intérieur que là, les gens, ils vont croire cette rumeur. Et du coup, en fait, j'arrivais pas à en parler de cette rumeur. J'arrivais pas. J'ai réussi vraiment à en parler à ma soeur et à ma mère vers mes 20, 21 ans. Quelque chose comme ça. Et donc cette rumeur, elle m'a suivi, bah, tout le monde y a cru. Donc déjà, c'était ma meilleure pote qui lançait cette rumeur-là. Tout le monde y a cru. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans pote. Et bien sûr, bah, on allait dans le même collège après. Donc le collège très compliqué, j'ai réussi quand même à me faire des potes. Mais encore une fois, je subissais énormément d'harcèlement à cause de ça. C'est très flou. C'est très flou. Je pourrais pas raconter en détail. Après, je me rappelle que j'avais 2 meilleures potes, Sarah et Isalis. Une fois, elles ont saccagé les toilettes du collège. En mettant de l'eau partout. Et en fait, j'étais avec elles, sauf que moi, je faisais rien. Je faisais rien parce que j'avais trop peur de m'en prendre une, quoi, de me faire démonter la gueule. Et après, elles sont parties des toilettes et moi, j'étais restée parce que je voulais pisser. C'est très flou. Là, je raconte, j'ai beaucoup d'amnésie. C'est très flou. Je me souviens juste, là quand j'ai dit parce que je voulais pisser, en fait, c'est une hypothèse que je me suis donnée. J'ai pas le souvenir. Je me rappelle juste que j'étais dans une toilette. J'étais dans une cabine de toilette, quoi. Donc, je suppose que c'était pour faire caca ou pour faire pipi. Et elles étaient parties. Et en fait, il y a une dame, alors je sais plus comment on les appelle, c'est pas la proviseure, c'est une personne qui fait partie de la direction un peu du collège, qui a vu l'état des toilettes. Et moi, il restait plus que moi. Et en fait, elle a demandé ce qui s'est passé et tout. Et alors c'est peut-être moi, j'aurais peut-être dû garder ça pour moi du coup, mais en fait j'avais tellement peur en fait. Moi, face à une autorité, je suis pétrifiée. Encore une fois, j'en parlais déjà dans une vidéo, c'est à cause de mon père et tout. Je suis pétrifiée j'ai beaucoup de mal à mentir à quelqu'un qui a de l'autorité. Et en fait, je lui ai dit, je lui ai donné les noms. Attends, oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, c'est ça, je lui ai donné les noms. Et en fait, je me suis inclus dedans. Parce que moi, j'avais pas... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, c'est en train de devenir flou. En fait, ce que je me revois, c'est que j'ai fait des travaux d'intérêt généraux. Donc oui, ça veut dire que je me suis dénoncée alors que j'avais rien fait. Mais mes potes, je crois qu'elles ont rien eu. Juste par contre, après, je crois que je suis allée les voir pour leur dire que j'avais balancé les noms. Mais elles n'ont pas eu de travaux d'intérêt généraux à faire. Ou en tout cas, ça me dit rien. Par contre, moi, j'en ai eu alors que j'avais rien fait.
Et en fait, quand elles ont su que j'avais balancé leur nom, en plus du mien quand même, parce que je m'étais dénoncée quand même, elles m'ont dénigrée auprès de tout le monde. Tous les gens ont pris leur parti et je me suis retrouvée toute seule. Encore une fois, je perdais mes meilleurs potes. Alors oui, j'ai fait une erreur peut-être, j'aurais juste dû dire que c'était que moi. En fait, même si j'avais rien fait, j'aurais peut-être dû dire que c'était que moi et pas dire leur nom. Peut-être que c'est une vraie trahison amicale, j'aimerais bien avoir votre avis, ceux qui regardent ma vidéo. Mais vraiment, parce que voilà. Enfin bref, le collège, très compliqué. On m'harcelait aussi sur mon nom de famille. L'autre nom de famille que j'avais. En fait, on se moquait beaucoup de moi. On m'appelait Kékette, elle a lâché une caisse, qu'est-ce qu'il y a, casticule, tout ça. Et en fait, c'était vraiment pas pour rigoler. En fait, c'était des gens qui ont pris le parti de ma meilleure pote sur la rumeur qu'elle annonçait pour ma soeur. Et en fait, tout le collège, je me faisais harceler par des mecs par rapport à ça. Pareil, quand j'écoutais du One Direction, en fait, j'étais fan du One Direction, je recevais des messages sur Facebook. En fait, on me disait que j'étais qu'une pute, que j'espérais qu'une chose, c'était de les baiser, les membres de One Direction. Alors bizarrement, par contre, les mecs les plus populaires, c'était très gentil avec moi. C'est très bizarre. Les meufs populaires, c'était vraie peste avec moi. Et les autres qui sont juste en dessous des populaires, c'était ceux qui se foutaient de ma gueule et tout. Par contre, les mecs populaires du lycée, ils étaient hyper cool avec moi. J'étais à côté d'un qui s'appelait Adrien. Dans la classe, je me rappelle, c'était en 4e. On était assis côte à côte en français et en fait, on se tapait des barres en cours. On était très proches, on est resté en contact longtemps après. Et je crois que c'était vraiment le mec le plus populaire du collège. Et en fait, pareil, il y a des rumeurs après qui se sont installées où on m'insultait de pute. Je sais pas si j'ai encore les messages parce que j'avais fait des captures d'écran. En fait, il n'y a pas longtemps, j'étais retombée sur tes messages il y a, je sais pas, 3-4 ans, un truc comme ça. Et on me disait que j'avais baisé avec la Linec, donc Adrien. Et tout ça, donc voilà. On m'insultait de pute, enfin en fait c'était tout pour mon grade en fait. J'étais vraiment le bouc émissaire de tout le monde. C'était affreux. Mais j'ai pas vraiment les émotions, je suis pas la part qui s'est fait harceler ou alors elle est pas loin, mais il y a une part qui bloque les émotions. C'est peut-être ça plutôt. Donc ouais, le collège ça a été vraiment très très compliqué. En plus de ça, à côté, moi je faisais de l'équitation, c'était ma seule source de sécurité en fait au final, parce que ça se passait pas bien à l'école, mais ça se passait pas bien non plus chez moi. Sauf qu'en fait j'étais privée d'équitation. En fait j'avais équitation tous les mercredis au collège. Et si j'avais pas fini mes devoirs à temps le mercredi, parce que le mercredi on finissait à midi, j'avais équitation en fin d'après-midi. Si j'avais pas fini mes devoirs, si je connaissais pas ma leçon par cœur, c'est mon père qui s'occupait de ça. Et déjà, ça me terrifiait en plus de faire mes cours avec mon père, ça me terrifiait. Parce qu'il me faisait tellement peur. Et en fait, si j'avais pas correctement fait mes devoirs, correctement récité ce qu'il fallait apprendre par cœur, j'étais punie d'équitation. J'ai été punie plein de fois d'équitation, donc c'est-à-dire qu'on m'enlevait ma seule source de sécurité, donc en fait c'était un calvaire. Le moment collège, c'était un calvaire. Et encore, j'en parle vraiment sans émotion et je pense qu'il me manque pas mal de souvenirs parce que je pense pas que je suis connectée vraiment à la part. Arrivée au lycée, j'arrive dans un lycée où là il y a quasiment plus personne du collège. J'ai fait en sorte de pas aller dans le lycée où tous les gens du collège allaient. Donc je suis allée dans un lycée à Saint-Germain. C'est une année où j'ai vécu aucun harcèlement scolaire. Ça m'a fait un bien fou. Par contre, c'est l'année où je suis tombée dans la drogue. C'est l'année où j'ai commencé à sécher les cours. J'allais jamais en cours en fait. Le lycée m'a virée en fait. À la fin de l'année, je pouvais pas redoubler dans leur lycée. Ils voulaient pas de moi parce que je faisais que sécher les cours.
je pense que j'avais tellement accumulé depuis des années, depuis peut-être ma naissance, que en fait cette année-là j'ai tout lâché, je suis tombée dans le cannabis, je faisais que fumer, je me rappelle, j'avais aucune peur le matin. Quand je sortais de chez moi pour aller en cours, je fumais mon joint tranquille dans la rue jusqu'à la gare, alors que je savais que les flics souvent ils faisaient la ronde. J'en avais rien à foutre, j'étais complètement déconnectée de la réalité, j'avais qu'une envie, c'était d'anesthésier la douleur. Donc c'est une année de pause en fait, où j'ai pas vécu d'harcèlement, mais vraiment j'ai chuté très fort dans la drogue, très très fort. Donc je vais pas développer là-dessus. Puis c'est une année où quand je séchais les cours, j'allais dans mon lieu de sécurité, le Harachardi, en fait. Voilà. Je fumais mes joints aussi au Harachardi et je regardais les cours comme ça et j'étais trop bien. Et après, on m'envoie dans un autre lycée pour que j'aille en internat. À la base, mon père voulait m'envoyer dans un truc catho, super, au Mans. Seulement moi, ça me faisait peur. Comme je vous l'ai dit, les trucs religieux, moi, c'était pas possible. Tu veux un briquet, c'est ça? Ça marche? Attends, je sais pas où il va. Ah il est là. Tiens. T'as une perme quand, toi? Parce que je sors samedi, je peux t'en acheter un si tu veux le briquet. Je sors aujourd'hui, je peux en acheter un. Ah, tu sors aujourd'hui? T'as une perme aujourd'hui? Oui. Ah, ok. Bah oui, ouais, achète-toi un briquet. Il y en a un 60 au tabac. Ah, je vais pas à côté d'un papa. Ah, ok. Bah sinon, samedi, je t'en ramène un. Celui-là, je l'ai acheté à 1,60. Je peux pas faire verrou parce que j'ai pas de... J'ai pas à verrou. Ma curatrice, elle m'a dit qu'il n'y a pas à verrou. J'ai pas dit qu'il y a du tout. Bah c'est pas grave, c'est 1,60 €, je te paierai, c'est rien. Bernard, tu me l'avais donné, mais... Ouais. Non, mais t'inquiète, j'en ai ramené un patou, je peux t'en ramener un aussi. C'est pas mieux. Merci. Tu y arrives là? Ouais, c'est bon. Non. Ouais, il marche vraiment plus, je pense que là tu peux le jeter. Ouais. Et du coup, là, j'arrive dans un internat. Donc là, je me dis, c'est cool. L'internat, c'est ce que je demandais depuis la 3e, en fait, parce que j'avais prévenu mes parents. Je leur avais dit, je sens que là, arrivé au lycée, je vais péter un plomb. Je le savais, je le sentais que j'allais partir en vrille au lycée. Et du coup, en fait, j'avais fait une sorte d'appel à l'aide en classe de 3e en leur disant que j'ai besoin d'aller en internat. Sauf que mon père refusait. En fait, ne voulait pas me payer un internat. Mais en fait, après l'année de première seconde que j'ai passée, où je suis tombée dans la drogue, mon père direct, il l'a remarqué. Une fois je suis rentrée, j'avais les yeux rouges. Direct, il s'y connaît, hein, c'est dans son métier. Il s'y connaît. Direct, je suis rentrée, il a vu mes yeux rouges. Il m'a dit, soit t'as fumé, soit t'as bu. Et moi, comme une conne, face à l'autorité, j'arrive pas à mentir. Donc je lui ai dit, j'ai fumé. Voilà. Alors que j'aurais pu mentir, dire que je suis fatiguée, j'ai les yeux rouges à cause de ça en fait. Non, je lui ai dit j'ai fumé, il a retourné toute ma chambre sans dessus dessous, je me suis fait tabasser. Ma mère après elle est venue, elle a essayé de calmer la chose en fait. Pas avec mon père, elle a juste attendu que mon père il finisse de... Voilà. Il avait mis ma chambre sans dessus dessous, renversé mon lit, enfin sans dessus dessous quoi. Encore une fois ma mère qui intervient qu'après. qui me laisse faire démonter par le père quoi. Et donc en fait là, il a enfin décidé d'écouter mon appel à l'aide et de m'envoyer en internat. Donc je suis allée en internat à Vaucresson à l'école Sugère. Et là pour moi ça allait être la meilleure année de ma vie en fait. Parce que j'allais être loin de ma famille. Et j'aurais pas d'harcèlement scolaire là-bas en fait. J'avais eu une première année sans harcèlement scolaire la première seconde. Mais j'étais traumatisée de l'harcèlement scolaire d'avant. Donc là, je me disais, c'est sûr, il n'y aura plus personne que je connaissais d'avant. Parce que quand même, au lycée où je suis allée à Saint-Germain, il y avait une personne de mon collège. Une seule. Mais c'est une personne qui ne me connaissait pas et qui du coup ne m'a pas jugée, n'a pas pris au sérieux la rumeur et tout. Et d'ailleurs, on était devenus super potes.
Donc arrivé au lycée, je me dis cool, nouveau départ, internat, trop content, patati patata, la part sociable en plus, elle arrive et tout. Et je vois quoi? Je vois un mec de mon collège qui s'est inscrit dans ce lycée en seconde aussi. Donc faut vraiment le faire en fait. J'ai vraiment une chance de dingue, ou une poisse plutôt. Pourtant fallait vraiment y aller. C'était pas non plus à côté de là où on habitait. Parce qu'en plus ce mec habitait dans ma résidence. Enfin là où vivaient mes parents quoi. Là où vit encore ma mère d'ailleurs. Et en fait, donc tout se passe bien quand même au début. Je le vois, j'angoisse un peu en fait qu'il rebalance la rumeur de comme quoi j'aurais doigté ma soeur. J'avais un peu peur. Parce qu'il faisait partie des gens, voilà quoi. Mais tout se passe bien jusqu'au séjour d'intégration. C'était un séjour obligatoire où on est parti en Normandie pendant... Alors là, je ne saurais pas dire, je crois que c'était pendant une semaine. On est parti en séjour d'intégration en Normandie. Et un matin, je me réveille. Ou un midi, je sais plus. En tout cas, c'était dans la cantine. Je me revois avec mon plateau. Et là, je vois tout le monde qui me regarde. Et là, je me dis, eh merde, ça recommence. J'ai jamais su, parce que c'est ça en fait. En fait, là, ma mémoire, elle est... En fait, j'ai jamais su sur le moment qui avait balancé cette rumeur. Parce qu'en fait, il y avait ce mec Quentin, du coup, qui provenait de mon collège. Mais il y avait aussi Anaïs. Anaïs, c'était une de mes amies très proches que je m'étais faite dans mon premier lycée où j'étais tombée dans la drogue et tout à ma première seconde. Et où en fait, c'était la première personne à qui j'en ai parlé de toute ma vie, de la rumeur que j'ai subie durant tout le collège. Je me rappelle, c'était à la fin de l'année, j'avais ressenti le besoin de lui en parler et où je lui avais dit, voilà, moi, c'est vrai que moi, mon ancienne meilleure pote, elle a lancé une rumeur de comme quoi j'avais doigté ma soeur, etc. Ça, tu vois, j'avais oublié. C'est au fur et à mesure d'en parler que ça me revient. Et du coup, en fait, j'ai senti là, tout le monde me regardait d'une manière comme si c'était dégoûté de moi, ils voyaient un monstre. Du coup, j'avais compris. J'avais compris, là, ça y est, la rumeur, elle est revenue sur ma sœur. Sauf qu'en fait, je ne savais pas si c'était Anaïs ou Quentin. Ça, je l'ai su bien après. Je l'ai su il y a peut-être 5 ans de ça, pour vous dire. Et donc là... harcèlement scolaire en masse, hein, là. Mais là, j'ai pas trop les souvenirs. J'ai pas trop les souvenirs parce qu'il y avait aussi la part sociable qui a fait que je me suis pas écroulée cette année-là. Au contraire, il me manque beaucoup de souvenirs. Après, moi, je me rappelle jusqu'en première, je me rappelle d'un cours de littérature où il y avait une fille, un groupe de 2 filles face à moi, les filles populaires. Quoi? Quoi? Non, rien. Ah, ok. Qui en fait était devant moi, assise devant moi au cours de littérature et avec leurs doigts. En fait, elles regardaient mes doigts et je les entendais dire, en fait, elles n'étaient pas du tout discrètes, je les entendais dire, ça se voit qu'elle a fait ça, elle a des doigts faits pour ça et tout. Donc je savais que ça parlait de la rumeur sur ma sœur, encore une fois. Après, il y a d'autres rumeurs qui ont déboulé, de comme quoi j'étais bisexuelle. Je sais même pas d'où elle sort cette rumeur parce que j'ai été attirée par aucune fille au lycée. Oui, je le savais que j'avais déjà ressenti par le passé des attirances pour les femmes, mais je sais pas d'où cette rumeur elle sort. Et enfin, c'était une rumeur super homophobe, les gens me dévisageaient aussi. Il y a même une pote à moi qui a failli se battre physiquement, j'ai dû la retenir, qui a failli se battre physiquement avec une meuf justement qui avait lancé cette rumeur-là. Mais la part sociable, elle m'a énormément aidée cette année-là. Vraiment, je la remercierai jamais assez. Et mais en fait, je vois bien que là, je suis pas à la bonne part et qu'il me manque plein de bouts, en fait. Parce que là, il me manque plein d'exemples d'harcèlement. Je sais que j'ai vécu beaucoup plus que ça, mais il me manque plein de bouts. Et en fait, on a fait un voyage à San Francisco en première. Et en fait, en première, à ce voyage-là, il y avait une des filles hyper populaires du lycée qui faisait partie du harcèlement. Elle faisait partie du duo des deux là qui disaient ça se voit qu'avec ses mains, elle a fait ça et tout.
Et donc en fait moi j'angoissais de ouf. Heureusement que je partais avec ma meilleure pote Maya, aussi à San Francisco. Et en fait à San Francisco, très grande surprise, cette meuf hyper populaire qui harcelait Juliette, on s'est rapprochés. Et en fait je me rappellerai toujours de sa phrase où elle m'a dit que en fait t'es une belle personne. En fait. Et quand je suis rentrée du séjour à San Francisco, j'ai plus jamais vécu d'harcèlement. Ça s'est arrêté. Donc je pense qu'en fait, durant ce séjour-là, cette fille-là, elle a vu que j'étais une bonne personne. On faisait que rigoler ensemble. J'ai plein de photos de nous au voyage de San Francisco. On était toutes les deux et on se prenait en photo et tout. Et en fait, ma seule hypothèse, c'est qu'elle en a parlé à tous les autres, parce qu'elle faisait partie de la classe populaire, celle qui m'a toujours harcelée. Et je pense qu'elle en a parlé à tout le monde en disant qu'en fait j'étais une bonne personne, et parce que du jour au lendemain j'avais plus d'harcèlement, et en terminale j'étais même devenue pote avec la classe populaire, notamment l'autre fille populaire avec laquelle elles avaient dit que je faisais ça avec mes doigts et tout. J'étais pote avec quoi. Donc en fait j'ai eu de la chance, ça s'est bien fini pour moi le harcèlement, dans le sens où les gens en fait ils ont fini par apprendre à me connaître, et c'est dingue, en fait il aura fallu ça pour que du coup on arrête de me considérer comme un monstre qui ait pu faire ce genre de choses, qu'on me voit comme une humaine qui se fait harceler, et que du coup on arrête, qu'on apprenne à me connaître, et qu'au final on se rend compte qu'on a des atomes crochus et qu'on s'entend bien. Donc bon, il me manque plein de souvenirs. Il me manque plein, je le sais. À mon avis, je referai peut-être une vidéo parce qu'en plus j'en parle sans émotion, ça me stresse. Là, je sens que les gens ils vont pas y croire, du coup, c'est compliqué. Il faudrait que je fasse une liste. Parce que je me rappelle, j'ai pas les souvenirs visuels. Ça me dit à l'intérieur de moi que les vestiaires, il s'est passé des trucs dans les vestiaires. Genre de la violence psychologique ou de la violence physique au collège. Je me rappelle plus. Il me manque plein de souvenirs. Parce que pareil, j'ai un vague souvenir que j'étais assez sexualisée aussi au collège. Bah oui, quand on me traitait de pute, tout ça. Que je baisais avec l'autre là, tout ça. Mais même il y avait un des mecs populaires au collège, il m'attendait devant ma résidence pour qu'on aille au collège ensemble. Ah oui, il y avait ça aussi. Il y avait le collège. Là, il y avait le collège. En fait, là derrière, il y avait une petite rue. Et en fait, les meufs populaires, en fait, elles se posaient là tous les matins. Avant d'aller au collège, elles se posaient là. Sauf qu'en fait, moi, c'était le chemin le plus court pour aller au collège depuis chez moi. Et en fait, j'étais tellement pétrifiée de terreur à chaque fois que je passais devant elles, parce qu'en fait, elles parlaient sur moi, je les entendais ricaner, etc. Qu'en fait, j'en étais venue à ce point-là de prendre un chemin beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre 5 minutes pour aller au collège, j'en mettais 20 à peu près. Parce que j'étais terrifiée de passer à cet endroit-là, et que je faisais aussi exprès d'arriver en retard au collège pour limite qu'elle ne soit plus dans ce coin-là, en fait, que je sois tranquille. Donc, ouais, en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est j'ai des souvenirs qui viennent par bribes, probablement parce que j'ai pas accès à certains souvenirs, et parfois ça me balance un souvenir. C'est compliqué, mais je suis pas la part qui a subi de l'harcèlement scolaire. Là. Je pense qu'elle est pas loin, mais je pense qu'il y a quelque chose qui bloque les souvenirs, l'accès aux souvenirs. Il faudrait que je fasse une vidéo vraiment centrée là-dessus. Mais et oui, et comment j'ai su que c'était pas Anaïs mais Quentin qui a rebalancé la rumeur dans mon deuxième lycée où il y avait l'internat. Parce que j'ai envoyé un message il y a 5 ans à peu près sur Facebook. J'ai retrouvé toutes les personnes qui m'ont harcelée. À chacune, je leur ai envoyé un message pour leur demander pourquoi ils m'avaient fait ça. En fait, je voulais comprendre. Mon ancienne meilleure pote, donc Coraline, celle qui a balancé la rumeur la pire que j'ai subie, de pourquoi j'avais traité ma soeur, elle m'a dit qu'elle s'en souvenait pas, mais que si elle a fait ça, c'était sûrement parce qu'elle était con à cet âge-là. Après, j'ai eu le droit à sa sœur jumelle, Elena, qui est venue me faire culpabiliser d'avoir envoyé ce message-là en me disant « Ouais, pourquoi t'as fait ça? C'était des années en arrière, maintenant ma sœur elle est pas bien, fiche-lui la paix. » Ok, d'accord, ça fait qu'il y a des années en arrière, sauf que moi j'étais traumatisée parce que ta soeur m'a fait, et en fait je demandais juste des comptes en fait. Donc j'ai pas eu d'excuse de cette personne là.
Juste, elle a reconnu que elle s'en souvenait pas, mais qu'en tout cas, si elle l'avait fait, c'est parce qu'elle était conne à cet âge-là. Donc voilà, et après toutes les autres personnes à qui j'ai envoyé un message, elles se sont toutes excusées. Elles sont toutes dit qu'elles étaient cons pareil à cet âge-là. Et Quentin, en fait, c'est celui qui s'est le plus excusé, en fait. Vraiment, il n'était pas bien. Oui, il m'a dit vraiment, il s'était pas rendu compte à quel point ça m'avait traumatisé. Et en fait, il m'a dit qu'il était désolé, qu'il comprend pas pourquoi il a fait ça, que c'est horrible qu'il m'ait fait ça. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai su. Parce qu'en fait, j'ai envoyé un message à Quentin et à Anaïs. Et en fait, Anaïs m'a dit que mais pas du tout, jamais elle aurait fait un truc pareil. Et que c'est Quentin qui m'a avoué que... Donc en fait, ils se sont tous excusés. Donc pour moi, en fait, l'harcèlement scolaire finit bien. Mais les séquelles, elles sont là, quoi. En fait, les séquelles, elles sont là, quoi. C'est ça qui... Ouais. Enfin bon, voilà, je voulais faire cette vidéo pour parler d'un tas de choses, aussi pour faire passer le temps. Elle est quelle heure? Putain, elle est que 10h20, je me fais chier. Ah là, je commence à me faire chier, là. J'en ai marre de lire, je fais que ça. Je fais que ça ici. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense pas que j'avais d'autres trucs à dire aussi. Ouais. Si les soignants ils sont informés que je fais mes vidéos et tout. Et chaque fois ils me demandent ce que je fais sous l'arbre, je fais mes vidéos. Mais ouais. J'espère juste qu'ils tomberont pas sur ma page YouTube parce que normalement ils sont pas censés tomber dessus parce que j'ai inversé les lettres de mon nom de famille. Donc normalement ils sont pas censés tomber dessus parce que j'ai quand même parlé de notamment d'Amira, je veux pas qu'elle ait de problème. Donc ouais, enfin bon. Ah oui, pour le piercing. J'aimerais bien aussi me refaire celui-là. En fait, je sais pas, soit je me fais les lobes samedi, les 2 boucles d'oreilles, parce que je me dis ça peut m'apporter un truc féminin. Soit, en fait, je me fais le septum, parce que lui, il est trop cher, il est 60 balles, lui, c'est 55, et les deux, là, c'est 50 €. Lui, je me verrais bien avec le septum, j'aimais beaucoup. Par contre, qu'est-ce qui fait mal? Putain, est-ce que tu pètes le cartilage? Il fait trop mal, celui-là. Ah, j'ai douillé. Mais là, en m'imaginant en vidéo, là, je me verrais mieux avec un septum. Donc, je pense que je vais me faire le septum samedi, en fait. Bon, sur ce, voilà, je vais arrêter cette vidéo. Passez une très bonne journée.